Donc, on est ensemble de 10 heures jusqu'à midi maximum pour voilà, un webinaire sur l'interculturalité, quelques clés pour accompagner les publics étrangers. Donc, aujourd'hui, avec nous, nous avons comme intervenant Cédric Graton de la SAMLA, qui présentera la SAMLA puis lui-même. Et puis, normalement, Anna-Maria Loxé, sa collègue. Mais voilà, je le laisserai en parler. Donc, un premier temps de présentation de la part de notre intervenant et ensuite au moins, on va dire 20 minutes, 30 minutes de questions-réponses où vous pourrez rallumer votre micro pour poser en direct vos questions. On vous invitera aussi pour l'ordre de parole à lever la main, comme ça me permettra de distribuer la parole à Cédric. Voilà, et sans plus attendre, du coup, je vais laisser la parole à Cédric. Donc, Cédric, je te laisse partager ton support. Alors, en vous remerciant de l'invitation et de la proposition d'intervention auprès de vous aujourd'hui. Donc, Cédric Graton, je suis le directeur de l'association ASAMLA, qui est la structure d'interprétariat de Nantes et puis plus globalement de Loire-Atlantique. Le temps que je trouve, voilà, la présentation. Voilà, tac. Et puis, je tiens à excuser ma collègue Anna-Maria Loxe qui devait être avec nous aujourd'hui, mais alors ça, voilà, c'est partie je dirais de la concrétisation du travail de l'interprétariat aujourd'hui, c'est qu'elle a eu depuis, donc elle est depuis 2 jours en réquisition, ce qu'on appelle une réquisition procureur, hein, c'est-à-dire que du coup, elle est assermentée en langue roumaine et hongroise, et donc du coup, elle a été réquisitionnée par le tribunal depuis hier. Donc, quand il y a une réquisition, justice, on peut pas négocier quoi que ce soit en fait. L'interprète est mobilisé, je dirais, automatiquement sur le tribunal. Donc, elle ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée de sa présence était qu'on puisse travailler à deux et un peu à double voix de ces questions qui touchent l'interculturalité. Je dirais, moi, dans un, une logique un peu plus réflexive. Et puis Anna-Maria Luxe, là, qui est coordinatrice de l'interprétariat à la SAMLA et puis qui a été interprète et qui est toujours interprète depuis 2006 maintenant, voilà, avec une pratique, une longueur de pratique qui fait que du coup, elle aurait pu amener des éléments un peu plus concrets. En tout cas, pour vous dire que l'intervention que je vais vous présenter là, on l'a construit à deux. Donc voilà, c'est des éléments également qu'elle aurait pu dire de vive voix, mais en tout cas qui ont été, je dirais, utilisés pour la formation ou l'intervention qui va être réalisée devant vous. Et Cédric, juste avant de commencer, je voulais juste préciser quelque chose. Le webinaire est enregistré, sera disponible en replay sur notre site et le support que Cédric vous diffuse vous sera transmis après le webinaire. Voilà. Et je te relaisse la parole, excuse-moi. Ok, pas de souci. Euh, donc l'idée d'aujourd'hui, déjà oui, tout le monde voit bien le support, hein, il y a pas il y a pas de souci particulier. Alors, il y a des personnes qui n'avaient pas de son, mais par contre, ça n'est pas normal parce que moi, je t'entends bien. Donc s'il y a toujours des problèmes de son, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Voilà. Donc c'est parti, on voit bien ton support, Cédric. Ok, ça marche. Euh, Vaste sujet, les questions d'interculturalité et les questions de comment on aborde euh, cette problématique de situation professionnelle enfin oui, d'entretien professionnel en situation d'interculturalité, puisque du coup, ce qu'on va voir ce matin, c'est que ça va impacter et ça va un petit peu, je dirais, faire résonance à des pratiques de notre activité professionnelle au quotidien. Et puis plus globalement, ça va forcément impacter également notre vécu en tant que personne. Donc c'est pas forcément des sujets qui sont toujours simples à aborder. L'idée de l'intervention, de la construire en deux temps, parce que vu le temps imparti, c'est comme ça que c'est le plus
je dirais le plus rapide et le plus efficace. Avant de rentrer dans la boîte noire vraiment de ce que c'est que l'interculturalité et l'accueil en situation interculturelle, bah, c'est plus de se rappeler, je dirais, assez rapidement les quelques notions un peu qui touchent autour de ça, et notamment les questions qui touchent autour de ce que c'est que, avant de parler de l'interculturalité, de parler déjà de ce que c'est que la culture et de ce qu'on entend également par l'accueil interculturel. Euh, J'aime bien commencer ces interventions-là euh, par... Alors, je vous demanderai, en tout cas aux personnes qui ne... Ah oui, alors, il va falloir que vous utilisiez votre petit pouce de Zoom pour savoir, pour répondre aux questions que je vais vous poser. Ou le chat, hein. L'image ou le chat, ouais. Euh, L'image que je vous projette, en fait, euh, je voudrais savoir auprès de vous quelles sont les personnes, en fait, euh, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que, enfin voilà, alors ça, à 50 là, ça va être un peu compliqué de fonctionner comme ça, mais quelles sont les personnes qui voient une vieille dame? On va commencer comme ça. Il y a déjà commencé à avoir quelques réponses dans le chat. Alors pour les personnes qui connaissent ce test, alors, merci de ne pas dévoiler dans le chat la réponse, s'il vous plaît. C'est un classique, hein. Donc effectivement, on a quelques réactions comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes maintenant qui voient une jeune femme? Oui, il y a plusieurs personnes qui voient une jeune femme. Ouais, ouais. Ah. Et est-ce qu'il y a des personnes qui voient les deux? Parce que ça peut arriver parfois. J'ai une collègue là, qui a vu les deux tout de suite. Ouais, Oui, bien joué. voilà. Mm. Ouais, d'accord, d'accord. Je vais reprendre le petit dessin pour, en fait, à quoi il sert ce dessin-là? Il sert à vous mettre dans le bain tout de suite, à nous mettre dans le bain tout de suite sur ces questions-là, en disant que les questions de culture et les questions d'interculturalité elles sont souvent liées à des questions de représentation et de sensibilité. Et que selon une même situation, on peut avoir tout à chacun des ressentis, des réactions et des comportements qui sont totalement différents et qui sont construits de manière totalement singulière en fonction de nos constructions à nous et en fonction de nos représentations à nous. Donc on a bien une unique vérité, mais on peut avoir d'une même situation, d'un même support, on peut avoir des lectures totalement différentes de quelque chose qui est concrètement unique. L'exemple de cette image-là, c'est que vous êtes plusieurs à avoir vu une vieille femme, plusieurs à avoir vu une jeune femme, plusieurs à avoir vu les deux, ce qui fait que pour un seul et même dessin, la représentation qu'on en a eue a été différente tout à chacun. Juste pour préciser les choses, hein, la vieille dame, je sais, vous voyez mon curseur hein, qui bouge, la vieille dame, elle a le nez un peu crochu comme ça, avec l'arête du nez, l'œil un peu enfoncé. Là, c'est sa bouche. Elle a un peu le menton en galoche. Elle a un espèce de manteau de fourrure, une petite plume dans les cheveux et un fichu. Quant à la jeune femme, alors en général, c'est celle qu'on a le plus de mal à voir. Moi, là, je ne la voyais pas du tout, la jeune femme. Il a fallu un sacré paquet de temps pour la trouver. On a son oreille, on a la maxillaire là, on a un petit bout de son nez là, un petit bout de son cil. Elle est tournée un peu de trois quarts là, comme ça. Pareil, une plume dans les cheveux, un fichu sur la tête. Là, un collier un peu ras du cou. Et puis, pareil, un manteau de fourrure. Donc encore une fois, l'idée de ce support-là, c'est de manière très ludique, mais c'est de se rendre compte également que bah,
il y a pas, il y a une vérité dans le sens où il y a un support qui est un support unique, mais que cette lecture de cette vérité-là, elle est sujette à interprétation et sujette également à des lectures multiples. Et donc, quand on parle de culture, on touche également à des aspects, alors notamment aujourd'hui, hein, quand même, pour se le dire, hein, on est quand même sur des sujets qui sont extrêmement sensibles et qui sont également extrêmement sensibles politiquement. On va toucher des sujets sensibles et donc du coup, on va, je dirais, avoir encore plus l'obligation d'être prudent dans ce qu'on va dire et dans ce qu'on va exprimer, parce que du coup, la manière dont ça va être perçu, la manière dont ça va être reçu, va pouvoir être potentiellement différente, tout à chacun. Euh, Alors, c'est jamais très agréable ces rappels, mais pour moi, c'est des éléments un peu nécessaires pour, avant d'attaquer là sur le vif du sujet, là, sur les questions de culture et d'interculturalité, c'est de rappeler également des éléments qui font, je dirais, qui font notre quotidien sur ces questions-là, et notamment de rappeler ce que sont que les préjugés, ce que sont les stéréotypes, ce que sont également ce qu'est la discrimination, ce que sont les éléments de discrimination. On va commencer par les stéréotypes parce que c'est le plus commun. Et puis ça permet également de se déculpabiliser tout de suite en se disant que tout un chacun, et heureusement quelque part, euh, nous avons tous des stéréotypes. Nous fonctionnons tous et toutes en stéréotypes. Euh, pour vous simplifier un peu la définition, un stéréotype, c'est un raccourci du cerveau. Notre cerveau, il traite les informations perçues par l'œil ou perçu par l'oreille, par l'ensemble des sens. Et donc, du coup, le cerveau, par ses neurones, par le mouvement de ses neurones, en fait, va nous donner une interprétation et va nous donner, je dirais, du sens à ce que nos sens perçoivent. Et donc, le stéréotype, ça permet à notre cerveau, enfin, c'est la manière dont notre cerveau, en fait, va faire des raccourcis dans l'immensité d'informations qu'il capte pour nous donner quelque chose de rapide et de suffisamment précis pour qu'on puisse, je dirais, interagir et vivre dans notre milieu de manière avec une temporalité, je dirais, qui soit tenable. Je ne sais pas si vous êtes amateur, c'est toujours l'exemple que je donne, de science-fiction. Euh, pour les personnes qui connaissent les Tolkien, Seigneur des Anneaux, les Ents, qui est le peuple des arbres, euh, et c'est plus, on le voit plus dans les films que dans les bouquins d'ailleurs. Mais les Ents, par exemple, ne font en aucun cas du stéréotype, dans le sens où, quand ils discutent entre eux, ça dure mais des plombes et des plombes, ne serait-ce que pour se dire bonjour, parce que du coup, ils vont décortiquer point par point chacun des personnages. Donc, c'est le personnage un tel qui est feuillu, c'est un chêne, qui a une branche tordue, qui ceci, qui cela. Et donc, qui va ne pas du tout être dans une simplification et une généralisation du propos, mais qui va être dans une singularité extrême. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous vous en souvenez hein, de cette scène dans ce film, où voilà, il faut à peu près 12 heures, ne serait-ce que pour tout le monde autour de la table se dise bonjour. Si on était dans une logique où notre cerveau ne traitait pas de manière simplifiée les informations, on serait des ents. Et donc, du coup, ne serait-ce que pour se dire bonjour, on y mettrait la journée. Dans une sociabilité, dans une société de sociabilité qu'on connaît aujourd'hui, ça serait un peu compliqué. Donc, le stéréotype, il a de ça, je dirais, un peu déculpabilisant qu'on en fait tous tout le temps. Donc, pour le coup, la seule contrainte qu'on va avoir quand doit être vigilant sur ces éléments-là, c'est d'en être conscient, qu'on est en stéréotype, que OK, on simplifie le propos, mais que parfois il est nécessaire d'aller creuser un peu plus loin que ce propos simplifié. Le préjugé, le deuxième cran, je dirais que là, on commence à rentrer un peu dans des choses qui sont un peu plus construites, puisque du coup, il suffit de séquencer le mot, hein, c'est un préjuge, on juge et on fait un présupposé de jugement. Euh, en général, plutôt négatif. On a rarement des préjugés positifs. Ou alors quand ils sont positifs, ils sont pour le coup très marqués également
enfin, en tout cas avec une lecture très, très négative. Le préjugé, c'est qu'on va, je dirais, réduire une personne à un groupe d'individus, et on va, je dirais, singulariser ce groupe avec des éléments de distinction qui sont parfois vrais, mais en tout cas qui ne résistent pas à l'interrogation d'aller un peu plus dans le concret, un peu plus dans le précis. Et donc, on tombe rapidement dans des généralités. Le préjugé, c'est le racisme, le sexisme, le jeunisme, ce genre de posture où on va présupposer, on va préjuger que voilà, Trump, que les Mexicains mangent des chats ou les Haïtiens mangent des chats ou des chiens. Voilà. Euh, alors là, dans le cas de Trump, on est quand même pas loin de. Enfin, c'est au-delà du préjugé, là, je pense. Là. Mais bon, enfin, vous voyez bien l'idée. Dernier élément, donc le préjugé, c'est pareil. On a plutôt tendance à en faire de temps en temps. Pareil, la nécessité et la contrainte qu'on va avoir en tant que, je dirais, en tant qu'être humain, être social, c'est de réussir à le détecter et faire en sorte d'en faire le moins possible. Euh, c'est un travail sur soi, hein, cette question de préjugés, parce que là, je vous ai cité les préjugés, je dirais, les plus négatifs, hein, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, le jeunisme, etc. Ça peut être des choses un peu moins, je dirais, un peu moins conflictuelles, mais pour autant, ce sont des éléments sur lesquels on doit en permanence, tout un chacun, travailler sur soi pour justement ne pas faire de généralités qui soient des généralités négatives. Le dernier point, le dernier, je dirais, la dernière gradation de ça, c'est la discrimination. Alors pour le coup, la discrimination, elle est condamnable en justice. Euh, on voit bien là, que les limites de tout ça, elles sont ténues, hein, parce que le racisme, s'il y a des cas de racisme avérés, maintenant sont condamnés en justice. Les cas d'antisémitisme également, de sexisme pas encore, de jeunisme non plus, mais en tout cas, on voit bien là, que ces frontières-là, elles sont mouvantes et puis elles évoluent également en fonction, je dirais, de la sensibilité de la société sur ces questions-là également. Hein. On a aujourd'hui euh, de mémoire 32 ou 35 niveaux de discrimination, ou en tout cas, je dirais, thèmes sur lesquels il peut y avoir des condamnations, discrimination à l'emploi, discrimination au logement. On a de mémoire 34 ou 30, 32 ou 34 critères. Il y a quelques années, on en avait que 26, puis c'est monté à 29, etc. Donc on voit bien que le législateur, en fonction également de, je dirais, de la sensibilité et de l'évolution de la société sur certains sujets, bah, va également renforcer le corpus de thèmes et de champs sur lesquels l'aspect discriminatoire va être je dirais, repéré et potentiellement condamné. Euh, donc la discrimination, je dirais que c'est le degré un peu ultime après le stéréotype et le préjugé. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'organisé, de pensé, de réfléchi, et parfois même d'écrit et d'organisé. La discrimination à l'emploi, si elle est vue et si elle est condamnée, pour être condamnée, il faut réussir à démontrer qu'il y a bien une organisation qui fait que tel ou tel ou tel type de personnes ou d'individus a bien été empêché dans l'accès à. Donc c'est souvent des choses qui sont difficilement, je dirais, la charge de la preuve est pas forcément toujours très, très simple. Mais en tout cas, le législateur, il s'est donné cette possibilité de pouvoir, je dirais, condamner également des actes, pour le coup, je dirais, qui justifient d'une volonté de différencier la société en fonction des origines réelles ou supposées, ou des comportements réels et supposés, ou des handicaps réels ou supposés, ou des lieux d'origine, ou des lieux d'habitation, les quartiers de relégation contre les autres quartiers dans la discrimination à l'embauche, etc. etc. Euh, donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ces éléments-là, ils sont, je dirais, un peu les éléments fondements
pour moi pour réussir à échanger et réussir à faire comprendre un peu ce qu'on appelle une relation culturelle et comment également on accueille la culture de tout un chacun. Avant de passer sur le point des cultures, est-ce qu'on peut prendre éventuellement une série de questions sur le chat Oui, sur ces éléments-là, oui. si vous Alors, en avez? il y en a déjà une, et puis bah, Ah voilà. n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui arrivent. Et voilà, il y a Andrea qui demande quelle différence entre un préjugé et un jugement. Oh, bon, comme ça, spontanément, je dirais que enfin, on est sur un synonyme, hein. Un jugement de valeur, oui, on va être dans un préjugé, hein. Ça va être la même, on va être sur la même. Alors même si le jugement, il n'y a plus le pré de préjugés, mais on va être, oui, sur on est sur des termes très, 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 très proches dans tout cas de ce qu'elle mobilise comme inconscient. Bah, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ok, très bien. Je vais passer pour le coup à ce qu'on appelle la culture. Alors pareil, hein, on touche à des notions et à des thèmes qui sont très très vastes et qu'on peut prendre par plein de biais différents. Il y a une définition de la culture du côté de l'histoire, il y a une définition de la culture du côté de la socio, il y a une définition de la culture du côté de, de la, de, la, de la politique, etc. Euh, de la psycho également, beaucoup. Euh, cette question de culture, elle est déjà à regarder et puis à travailler, je dirais, en creux. Ça permet déjà, dans un premier temps, de réussir à commencer à la définir. Déjà, la culture, qu'est-ce que c'est pas? Comme ça, ça permet de faire un premier tri. La culture, c'est différent de l'identité et c'est différent de la nature. Alors, cette différence culture-nature, je dirais, on la repère plutôt bien parce que du coup, on a deux synonymes qui peuvent se juxtaposer. C'est la différence entre l'inné et l'acquis. L'inné, c'est la nature. Euh, L'acquis, c'est la culture. Euh, et la culture, elle va regrouper un ensemble d'éléments euh, qui sont liés à notre contexte de naissance, contexte de famille, contexte du pays d'origine, de la société dans laquelle on baigne, contexte du milieu de travail dans lequel on est, des collègues avec qui on travaille, du sport qu'on fait, voilà, de la musique qu'on écoute, est-ce qu'on est motard, pas motard, est-ce qu'on mange du beurre salé, du beurre doux, etc. On a des niveaux de culture très, très variés, très différents, et sur lequel également on peut parler de culture et de sous-culture. Mais en l'occurrence, là, on ne va pas forcément rentrer dans cet approfondissement-là, mais on a souvent dit que, par exemple, voilà, la question euh, des lecteurs de tel ou tel type de roman, c'était une sous-culture du roman. Je pense au polar, par exemple, voilà, quand on était lecteur de polar, on faisait partie d'une sous-culture de lecteurs de polar. Tout ça pour vous dire que dans la culture, on met beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est ça, par contre, qui va définir notre identité en tant qu'individu. C'est-à-dire, du coup, c'est là où où là on commence à venir sur des choses et des thèmes un peu plus construits. C'est que notre identité propre, notre identité de tout à chacun, elle est construite par un certain nombre d'éléments, dont notre culture. Mais notre culture à titre individuel et collectif. Elle est construite de notre identité culturelle à nous propres. On s'est construit tout un chacun de manière différente en fonction de notre environnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais elle est construite également de notre identité par ce niveau de culture plus large qui est notre mode de vie en commun, notre société du quotidien, notre société, je dirais, du travail, et que tout ça, ça s'imbrique.
Mais en aucun cas, la culture, c'est l'équivalent de l'identité. Et on voit bien que quand on va attaquer ces questions de personnes étrangères ou de personnes, je dirais, pour le coup, qui sont issues de sociétés et de constructions sociales différentes de celles qu'on peut connaître aujourd'hui en France, eh ben, on touche du doigt cette question de comment à la fois on ne peut pas identifier une personne à partir de sa culture d'origine, mais on va quand même être obligé d'en prendre compte. Alors voilà, déjà, on atteint des niveaux de nuances qui sont forcément des niveaux de nuances qui ne sont pas forcément très simples et très habituels à travailler. Je vous ai mis deux exemples parce que du coup, c'est souvent, enfin, je trouve qu'il l'illustre bien, c'est l'exemple de la controverse de Valladolid. Valladolid, d'ailleurs. Vous savez, là, cet événement historique où il y a eu un concile alors du pape. Alors là, bon courage, je m'en souviens plus du pape en question, mais avec une vraie question qui était de dire est-ce que les Indiens du Nouveau Monde, comme on les appelait à l'époque, les Indiens d'Amérique, est-ce que les Indiens d'Amérique sont-ils des êtres humains ou pas? Voilà, avec des différences de pratiques, des différences de construction sociale, des différences de relations à l'individu, tellement différentes des sociétés européennes que dans l'environnement culturel chrétien de la société européenne de cette époque-là, eh ben, il y avait une vraie question qui était de dire, mais en fait, est-ce que ce sont vraiment des hommes au sens où l'homme, il est défini par la société chrétienne et par les saintes écritures de telle ou telle manière. Et donc, il y a un tel écart que on peut se poser la question de est-ce que ces Indiens sont des hommes ou pas, en fonction des critères culturels qui étaient construits comme étant la norme à ce moment-là. Alors, si on veut résumer la culture, moi j'aime bien les petits dessins qui résument les choses. En un petit dessin, j'aime bien celui-ci. Euh, la culture, c'est comme un iceberg. On a deux niveaux de culture, tout à chacun. Euh, on a un niveau de culture qui est un niveau de culture ancré, profond, qui nous ont construits en tant qu'individus et qui vont être un peu notre socle d'assurance, notre socle de construction, je dirais, primaire. En règle générale, ce socle-là, ils sont liés à des systèmes de valeurs qu'on nous a transmis ou qu'on s'est appropriés. Ça peut être également dans ce socle dur-là qu'on va avoir les questions de croyances religieuses. Vous voyez, c'est vraiment les éléments de comment on prend en charge les aînés, comment on élève un enfant. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des éléments qui sont des éléments, je dirais, de construction profonde de l'individu, en sachant qu'on est chacun des individus différents les uns les autres. Donc, on peut avoir des constructions là du socle dur là de notre culture individuelle, singulière, qui sont totalement différents de vous à moi. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a un premier niveau de culture qui est vraiment un niveau de culture de socle, de base. Ça, c'est moi. Ça participe de mon identité. C'est pas mon identité propre, c'est pas le seul aspect de mon identité, mais c'est là-dessus que je fonde euh, un peu mes repères, mes schémas et ma façon de voir le monde. Et la partie émergée, vous voyez, hein, c'est un iceberg. L'iceberg, en fonction de où est placé le soleil, il a une manière, il peut fondre en surface, mais sous l'eau, pour qu'il évolue, il faut vraiment que le soleil tape dur. Euh, donc, c'est pareil pour la culture. Pour que notre socle dur de notre culture se modifie, il faut vraiment, 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 je dirais, soit que ça soit très long, soit que du coup, il y ait vraiment une volonté de faire changer et de changer soi-même ce socle dur de culture.
la partie émergée de l'iceberg, la partie, je dirais, émergée de notre culture, la partie un peu de ce qu'on donne à voir de chacun d'entre nous, eh ben, je dirais que là, pour le coup, bah, ça dépend du soleil. Ça dépend d'où est placé le soleil. Et celle-ci, elle peut se modifier assez rapidement, ou pas, hein. Mais en tout cas, elle peut se modifier rapidement en fonction de notre environnement. Et je dirais que le ou pas, j'aurais pas dû le dire, parce que on se comporte totalement tous différemment, qu'on soit au travail ou qu'on soit à la maison. Donc on a bien, je dirais, une manière de faire, une manière de penser, et y compris parfois une manière de regarder les choses et de les analyser, qui sont totalement différentes entre le moment où on est au boulot et le moment où on est à la maison. Donc, on est sur des niveaux de culture singulières qui peuvent être totalement différentes de tout à chacun parce que du coup, on ne va pas forcément mettre les mêmes critères sur la partie, je dirais, que je donne à voir et sur lequel éventuellement je vais cheminer, où je vais m'interroger et éventuellement je vais modifier ma façon de faire. Et puis des choses qui participent vraiment de ma construction individuelle et sur lesquelles je ne mégoterai pas, qui sont la question des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances, où là, pour le coup, il va falloir vraiment en faire beaucoup pour qu'éventuellement je puisse modifier ce socle profond de cet iceberg. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors pour le moment dans le chat, il n'y a rien. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Bon, quelqu'un nous dit que c'est très clair. Merci, c'est gentil. Euh, Bonjour, je voulais écrire, mais en fait, j'ai ah, peur de pas bien me faire comprendre. Lydie par Mission Locale Sarthe-et-Loire. Est-ce que du coup, on peut dire que la partie profonde, c'est quelque chose qui a été un peu conditionné, formaté de par notre éducation, alors, tout d'abord à la maison, puis à l'école, ou au contraire, ça n'a pas de lien? bah, et un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que du coup, la question de l'école, par exemple, elle va forcément impacter et mettre en question la construction, notre construction familiale et la construction de la transmission des valeurs qu'on a reçues à la maison, de la part de nos parents, de la part de notre cercle familial, etc. Mais à la fois, l'école est une vraie énigme là-dessus. En tout cas, c'est une vraie question en termes de milieu interculturel, puisque pour le coup, on est sur un brassage à plusieurs niveaux. On est sur un brassage où on va rencontrer en tant qu'élève des collègues ou des camarades de classe qui ont peut-être eu de transmission d'autres valeurs, mais également on a la transmission de la culture de l'institution dans laquelle on est, l'éducation, qu'elle soit religieuse ou laïque, hein. Mais en tout cas, la manière d'enseigner les choses peut potentiellement être différente selon qu'on soit en enseignement privé ou en enseignement public. Donc on est également façonné par cette transmission culturelle-là. Et pour autant, parfois, effectivement, ça va peut-être achoper avec notre construction culturelle propre, notre construction culturelle familiale, euh, qui va peut-être parfois être mis en difficulté, mis en porte-à-faux avec la transmission d'autres choses à l'école. Mhm. Et du coup, qu'on appelle la partie émergée, pour le coup, comment ça vient par-dessus en fait tout ça? Parce que généralement, alors, en règle générale, on évolue dans le même milieu. Enfin, ça dépend des parcours, mais on a tendance à avoir une ligne quand même par rapport à son éducation et comment le reste se rajoute après, en fait, tout ce qui est partie visible. Moi, la partie visible, je la résumerai en un terme, c'est la sociabilité, quoi. C'est du coup comment au quotidien j'interagis avec mon environnement. Euh, Est-ce que je fais la bise aux collègues quand j'arrive au boulot ou est-ce que je serre la main? C'est euh, Mais une c'est est-ce représentation que alors.
Ben, la représentation, elle fait partie de cette construction culturelle. C'est-à-dire que du coup, elle va. On peut très bien être dans une position, je dirais, de construction de culture profonde qui soit très hiérarchisée, par exemple. Et puis, bah, au travail, si la tradition, c'est de se faire la bise, bah, je vais prendre Hmm, sur moi pour faire la bise aux collègues. ok, Euh, Inversement, moi, par exemple, la question du tutoiement ou du vouvoiement. ok. Euh, En situation de travail, moi, j'ai certains collègues, ça fait 15 ans que je travaille avec eux, on est toujours dans le vouvoiement. On n'arrivera pas à passer le cap du tutoiement. Voilà, parce que du coup, il y a, il y a vraiment quelque chose là qui est de l'ordre de non, c'est pas possible, je peux pas vous tutoyer, vous êtes mon directeur. Alors moi, ça me met en difficulté parce que moi, j'ai plutôt le tutoiement rapide, mais pour autant, l'inverse peut être totalement vrai avec voilà cette lecture qui est de dire ah non non non, moi en plus, là, il se trouve que les interprètes à la SAMLA sont toutes issues des pays d'origine pour lesquels elles traduisent. Et donc, voilà, là, en l'occurrence, c'est une personne russophone. Impossible, impossible de tutoyer un supérieur hiérarchique, c'est pas possible. Donc, on est depuis 15 ans avec deux collègues. Là, on est dans le vouvoiement. Alors, du coup, moi, je suis obligé de. En général, je dis tu, puis après, vous, parce que voilà, spontanément, j'ai le tu qui vient. Et voilà. Et donc ça, très clairement, on est sur un exemple là, de comment la construction sociale et peut-être familiale également, je suis pas allé poser les questions aux collègues, mais de leur construction culturelle profonde euh, est telle que dans la sociabilité, dans la socialisation du quotidien, euh, ça va choper avec, avec un peu la tradition, là pour le coup, comme beaucoup de structures, hein, où on va plutôt spontanément se tutoyer plutôt que se vous voyez, alors encore plus quand ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc là, on est sur, là en l'occurrence, on est sur une partie très... euh, où la question du respect de la hiérarchie, des normes sociales, des niveaux sociaux, va être plutôt dans le socle dur, dans la construction culturelle profonde de mes deux collègues, par exemple, alors que moi, je vais plutôt l'avoir un peu en haut. Hein. C'est-à-dire que du coup, bah, s'il faut se vouvoyer, on va se vouvoyer, mais si on peut se tutoyer, ça ne va pas me poser problème. Euh, Inversement, par exemple, je vais être beaucoup plus réfractaire et difficile à convaincre sur d'autres éléments qui vont être liés à la laïcité, par exemple, alors que d'autres vont être un peu plus souples. Vous voyez. Donc c'est vraiment, c'est compliqué de faire des généralités et puis des schémas un petit peu, je dirais, résumant ces questions-là, parce que vous voyez bien, hein, je reviens à la question et puis à l'image de départ là, avec le dessin, c'est que euh, euh, ça touche nos constructions individuelles. Et donc, ces questions de rapport à la culture et de définition de la culture, on pourrait là, on est 50 en ligne. On pourrait s'amuser, si on avait du temps, là, à essayer de définir ce qu'est l'ordre de notre socle profond et notre socle supérieur. Et si je fais le pari qu'on aurait 50 schémas totalement différents. Cédric, on ne voit Pour... plus ton support. Ah, Ouais. hop, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ou des réflexions, hein, Alors, sauf si je me trompe, moi, je le vois toujours pas, le support. Ah, bah alors pourtant, moi je l'ai à mon écran. Alors je vais couper le partage et je vais repartager. Ça va être plus simple. Tac. Et puis, je pense que tu vas pouvoir poursuivre si on veut qu'à la fin, il y ait une demi-heure d'échange. Est-ce que vous le revoyez? Oui, c'est bon. Ok. Merci. On passe à la suite? Alors,
pour terminer sur ces éléments-là, parce que ça permet également de faire un petit point d'étape et puis de passer à la suite, c'est que euh, je reprends mon dernier exemple en disant que si on faisait le tour là, d'entre nous, là, on aurait 50 définitions différentes de ce qu'on met chacun d'entre nous entre le socle profond et puis le socle de la sociabilité du quotidien. Euh, et donc, pour le coup, ça prouve la question de la culture, est bien une vision singulière des choses, et que quand on rencontre notre voisin, euh, notre collègue de travail ou un migrant venu d'Afghanistan ou de Syrie, etc., on rencontre un étranger, quel qu'il soit. Les nuances vont être importantes, mais en tout cas, si on a une lecture purement psychologique et du terme, on va rencontrer une culture différente à chaque fois qu'on rencontre son voisin ou qu'on rencontre un réfugié pakistanais ou péruvien. Et donc la question du rapport à l'altérité, il se fait au quotidien. Au quotidien, nous rencontrons de l'altérité. Elle est plus ou moins visible, elle est plus ou moins, je dirais, déstabilisante, mais le fait de rencontrer un individu qui n'est pas soi nous amène à rencontrer une altérité, un autre, un étranger qu'on ne connaît pas et qu'on va, je dirais, décrypter et comprendre, essayer de comprendre par ce qu'il nous donne à voir et entre autres par ce socle émergé de son iceberg individuel singulier qui est sa manière d'être au quotidien. Donc la question de l'interculturalité, euh, en fait, ce n'est pas une question à déconnecter de notre quotidien, parce qu'en fait, on en fait tout le temps de l'interculturalité. On en fait dès qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu tarte à la crème, hein, ce que je dis. Hein. Mais en l'occurrence, ça permet de faire un pas de côté sur la question euh, de, des étrangers, dans le sens où on va parler d'étrangers pour des personnes qui ils sont issus d'autres pays que de la France. Mais je dirais, en matière de processus de pensée, en matière de processus et de cheminement de pensée, on est avec les nuances qu'on va voir, mais on est sur les mêmes schémas et les mêmes processus cognitifs à mobiliser. Et puis, je dirais que pour introduire un peu cette méthodologie de la démarche interculturelle telle qu'on peut la proposer, bah, il y a des aspects un peu de prérequis et puis de contexte à mettre en place et en tout cas à connaître. Mettre en place une démarche interculturelle dans le sens qui nous intéresse là aujourd'hui, hein, c'est-à-dire du coup en situation de travail, on rencontre des personnes pour qui, je dirais, les représentations culturelles, sociales, familiales, etc., sont suffisamment différentes pour que ça déstabilise fortement le professionnel la professionnelle que vous êtes. Euh, et donc, du coup, le contexte cognitif de tout ça, c'est déjà savoir, j'aurais dû commencer déjà par savoir avant de dire accepter, mais en tout cas, savoir que ça ne va pas de soi. C'est quelque chose qui peut totalement déstabiliser, parce que parfois, je dirais, l'écart dans le comportement, dans la manière d'être, etc., est tel avec soi-même que du coup, on peut être très déstabilisé par certains comportements. Parce qu'on ne les a pas dans notre schéma de pensée, on ne les a pas dans notre logiciel, si je veux utiliser un terme un peu à la mode aujourd'hui. Donc mettre en place une démarche interculturelle, ça ne va pas de soi du tout. C'est un effort, et c'est un effort à la fois cognitif, et c'est un effort également, je dirais,
de comportement, d'être, et parfois également un effort dans la remise en question de sa manière d'être en situation professionnelle, ce qui n'est pas forcément toujours simple à, à, à minimum à interroger et puis à mettre en place. Et ça va nécessiter totalement, j'y reviendrai dans le fil du déroulé, mais ça nécessite également de ne pas être seul du tout à ça. Si vous êtes en situation de déstabilisation face à un public qui vous déstabilise professionnellement ou sur lequel vous n'arrivez pas à communiquer, sur lequel les écarts sont tels que il y a un truc, y a un truc là qui m'embête, où j'arrive pas à saisir la chose, et puis j'arrive pas à communiquer avec lui. A priori, si vous êtes en situation de difficulté, vous n'êtes pas la seule. Et donc cette réflexion de démarche interculturelle, il vaut mieux l'avoir dans une logique de service ou d'équipe, plutôt qu'à être seul dans son coin à mettre en place une démarche interculturelle. Ça ne veut pas dire qu'en situation de face à face, on ne va rien faire, mais ça veut dire que cette question de réfléchir à comment on accueille en situation professionnelle des personnes dans une démarche interculturelle, c'est une réflexion qu'on a à appliquer individuellement en tant que professionnel, mais qui font partie d'une réflexion beaucoup plus globale qu'on a à partager à minimum avec les collègues, avec les services, voire avec les institutions de l'établissement. Euh, donc là-dessus, très clairement, mon propos, il est de vous rassurer en tant que professionnel si jamais il y a besoin, en disant que oui, c'est difficile et c'est déstabilisant, et c'est pas pour ça que vous savez pas faire. C'est que c'est difficile et parfois déstabilisant, vraiment. Après, l'idée, c'est comment on arrive à passer ce cap-là. Le deuxième point de contexte, c'est que ça prend du temps. Mettre en place une démarche interculturelle, on va voir ça apparaître dans le déroulé, mais je vous l'introduis quand même sur deux, trois notions. C'est accepter également qu'on n'est pas sur des entretiens classiques, des entretiens formalisés avec un temps donné classiquement, etc., etc. Parce que forcément, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus difficile, parce que je dirais la manière de procéder va être différente, et donc la temporalité va être différente. Euh, Nous, on a trop d'exemples, même aujourd'hui, hein. Nous, notre demandeur historique et principal à la SAMLA, c'est le CHU de Nantes, hein, avec lequel on travaille depuis 40 ans cette année, hein, parce que du coup, on fête nos 40 ans la semaine prochaine, hein. Donc, ça fait 40 ans qu'on intervient à l'hôpital. Pour un certain nombre de services, par exemple, on est arrivé aujourd'hui à réussir à faire en sorte que le service calibre ses rendez-vous quand il rencontre un migrant, ou là où il faut 20 minutes ou 25 minutes pour un patient classique, à partir du moment où c'est quelqu'un d'allophone, euh, et même pas tant allophone, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'une culture différente qui vient d'arriver, souvent des questions d'accueil, de premier accueil, et ben on va calibrer le rendez-vous avec le double du temps, parce qu'on sait très bien que ça va être beaucoup plus long, qu'il va falloir se poser, parler lentement, etc. etc. Et donc ça, on a un certain nombre de services qui ont réussi à le faire. On a d'autres services avec lesquels on bosse depuis 40 ans qui n'arrivent pas à faire cette bascule-là et accepter le fait que, ah oui, quand c'est un étranger, bah oui, c'est pas 20 minutes qu'il nous faut, ça va être plutôt une demi-heure. Et donc, on va plutôt réserver l'interprète une demi-heure plutôt que 20 minutes. Ils continuent depuis 40 ans à calibrer les rendez-vous sur 20 minutes. Et puis, au bout de 20 minutes, on leur dit, bah, je suis désolé, je vais être obligé de partir parce que j'ai un autre rendez-vous. Et ils disent, bah non, mais comment ça se fait, j'ai pas fini. En fait, ça fait 40 ans qu'on vous dit que c'est plus long quand, quand c'est des personnes étrangères. Donc, si vous n'entendez pas ça, on peut continuer longtemps comme ça. Mais en tout cas, la question de la temporalité va jouer énormément dans cette démarche interculturelle, parce que ça va nécessiter de mobiliser autre chose que, je dirais, le cœur de l'intervention, le cœur du rendez-vous, le cœur du face-à-face. Et que du coup, bah, ça, forcément, ça va démultiplier le temps, et donc ça va nécessiter à ce que ça soit pris en compte dans l'échange. Et puis, il faut accepter également que ça ne va pas marcher. Il y a des fois où vous allez mettre toutes les démarches,
tous les éléments de la démarche interculturelle en place, mais ça va pas matcher. Parce qu'encore une fois, hein, je reviens sur mon petit iceberg, bah, ça dépend où est placé le curseur de la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes une femme, travailleuse sociale, par exemple, et que bah, la question du genre, elle est profondément ancrée par la personne que vous avez en face, bah, vous allez pouvoir mettre à peu près tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Ou ça risque de ne pas marcher, ou ça va prendre encore plus de temps, parce que du coup, la confiance va être encore plus difficile à mettre en place, etc. etc. Donc, je dirais que vous, limite, la seule chose sur laquelle vous avez un peu d'obligation, pour le coup professionnel, c'est mettre en place le contexte. Après, ce qu'on va voir là sur la démarche interculturelle, c'est que c'est un jeu, je mets des guillemets à jeu, mais c'est un échange. C'est un échange et l'échange, il se fait à deux, minimum. Mais si l'échange il est seul, il est unique, si l'échange il vient que de vous en tant que professionnel, il n'y aura pas d'échange. Donc la démarche interculturelle en tant que telle, elle ne fonctionnera pas. Donc il faut accepter professionnellement de faire un petit pas de côté. On va voir là sur quels éléments là on peut appuyer les choses. Mais il faut également qu'en face, que la personne qui vient avec vous dans l'entretien, qui est avec vous dans les démarches à effectuer, dans la discussion, dans le suivi social de telle ou telle démarche, etc., il faut que cette personne-là aussi accepte de faire ce petit pas de côté ou ce petit pas vers vous. Si vous êtes seul à faire un pas vers la personne et que la personne ne bouge pas, ça ne va pas marcher. Donc, accepter le potentiel échec. Et accepter également, je rajouterai une couche, histoire de bien vous je dirais, vous rassurer également, c'est accepter également que ça marche une fois et puis pas la deuxième. Et puis bah, parfois, on ne sait pas pourquoi, parce qu'encore une fois, on est vraiment sur des questions qui sont des questions tellement subjectives et tellement singulières que parfois nous-mêmes, en tant que professionnels, on n'est pas en capacité de mettre en place une démarche interculturelle, y compris parce que la déstabilisation elle est trop forte. Et ça arrive souvent, et nous on le voit bien dans les situations de travail qu'on peut rencontrer à la SAMLA, notamment sur de l'accompagnement social, où parfois le professionnel ou la professionnelle est tellement déstabilisé par rapport à l'environnement de la personne allophone avec laquelle elle a à travailler, qu'il y a un blocage tel que du coup, il y a une transmission à un collègue. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient qui se joue, qui est de l'ordre également de comment ça réagit et comment ça fait écho également à sa propre culture et sa propre construction personnelle, et que parfois bah, c'est bien compliqué parce qu'on va attaquer notre socle profond à nous, et donc du coup accepter de bouger, parce que du coup notre institution, notre métier et notre travail l'exigent, ben, ça va être compliqué. Et c'est bien pour ça que j'insiste lourdement là-dessus, c'est que la mise en place d'une démarche interculturelle, en tout cas un minimum d'une réflexion, elle doit se faire au niveau d'une équipe, ou en tout cas que vous, en tant que professionnel, vous sentiez, si vous êtes en individualité en face des personnes, vous sentiez que l'institution dans laquelle vous intervenez, elle est conscientisée sur cette question-là et que vous n'êtes pas seul à porter ça, en fait. Parce que ça peut être un peu déstabilisant. Et puis, ça peut être également dangereux, dans un sens un peu, là je vais être en discrimination positive, quoi. Bah, c'est un tel, à partir du moment où c'est un étranger, il faut aller voir un tel. Elle essaie de rencontrer les gens, elle sait faire. Bah non, le jour où je suis en vacances, il faut bien que le service y tourne. Donc, la question de comment on accueille notre altérité, il faut qu'elle soit portée et, et, et je dirais incarné également par l'ensemble du service ou l'ensemble des collègues. Des questions par rapport à ces prérequis? Il y a pour le moment pas de questions dans le chat à ce niveau. Ok. Donc pour mettre en place cette démarche interculturelle, euh,
Alors, j'ai toujours peur de fonctionner comme ça parce que ça, ça va en contradiction avec parfois ce que je dis dans le sens où si vous attendez, alors là c'est pas le cas parce que du coup les choses ont été travaillées avec Magdalena en amont pour, je dirais un petit peu pour dégrossir l'intervention, mais parfois pas parfois, on est souvent sollicité euh, pour travailler ces questions d'interculturalité et un peu en disant un peu, bah, donnez-nous les bonnes manières pour travailler avec les Géorgiens. Alors, on peut donner quelques éléments de contexte de la Géorgie d'aujourd'hui. Pour autant, les interprètes ne sont pas ethnologues ni quoi que ce soit. Et donc, en général, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez une formation tiroir avec alors la culture chinoise, c'est le troisième tiroir au fond à gauche. C'est pas, c'est pas ça. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu peur quand j'arrive avec mes 1, 2, 3, se décentrer, se mettre à la place d'autres et puis négocier. Et ça fait très tiroir, mais pour le coup, on n'est pas dans les mêmes tiroirs que les sollicitations habituelles sur les questions d'interculturalité, où on va plutôt être sur est-ce que vous pouvez nous aider sur des communautés bien précises. Mais en tout Cédric, cas, oui, excuse-moi, juste avant que tu ailles sur la méthode, il y a quelqu'un qui demande est-ce que en alors voilà. synthèse, tu peux rappeler les prérequis à la démarche avant la mise en place de la démarche, les rappeler de manière synthétique parce que voilà, Bah, vous les avez là. Ah, c'est-à-dire que du coup, on voit acceptez que plus ça va ton pas de soi. support Ah là 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 encore. là là Oui, là. C'est pour ça. Je crée suspense en fait. Mais oui, à chaque fois, ça départage l'écran. Hop là. Pardon, hein, désolé, hein. Voilà. c'est bon. Les prérequis sont là. Accepter, ça va pas de soi. Accepter que ça prend du temps. Et accepter également que ça peut ne pas marcher. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, premier élément de la démarche interculturelle, c'est cette capacité et je dirais, ce premier niveau de travail à faire sur soi. Euh, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la décentration. Alors, qu'est-ce que c'est que la décentration? Ça peut être un terme un peu, un peu nébuleux, mais en fait, c'est accepter de prendre de la distance par rapport à soi-même et de faire un travail sur ses propres représentations. Euh, c'est en ça hein, également que je dis hein, que ça va pas forcément de soi, parce que parfois, y compris psychologiquement, on n'est pas en capacité de pouvoir se poser la question de nos propres représentations. Euh, donc la décentration, c'est accepter en fait que la personne que vous avez en face de vous, euh, elle est unique, elle est singulière, comme vous êtes unique et singulier, et que cette singularité, en fait, il faut la regarder non pas d'un point de vue de face à face, mais d'un point de vue d'une logique de coopération à mettre en place et pour pouvoir cheminer de manière conjointe. Si vous êtes en face à face, en situation professionnelle, c'est que la personne qui est en face de vous, elle est là pour quelque chose et vous êtes là pour l'accompagner la conseiller dans, etc. Donc il y a bien, je dirais, il y a bien un intérêt à ce que cette relation, cette interconnaissance-là, ce face-à-face, il se mette en place. C'est pas du volontarisme. Il y a bien un contexte, en l'occurrence la professionnelle, qui fait que vous êtes amené à rencontrer des personnes euh, en situation interculturelle et elles-mêmes sont là parce que du coup, pour des questions de processus et de parcours, etc., elles doivent passer par vous. Donc je dirais qu'il y a un cadre, je dirais, là, institutionnel, professionnel, etc. Et donc, se décentrer, c'est accepter dans un processus qui est un processus particulier, hein, c'est que vous êtes en situation de travail. Vous êtes vu très clairement comme le sachant. Et on va vous demander, en tant que sachant, de vous remettre en question.
et de remettre en question vos représentations pour pouvoir vous décaler un petit peu et pour commencer à laisser un peu de la place à la personne, pour le coup, avec tous les termes qu'on peut connaître, bénéficiaire, usager, etc. Donc, c'est créer, je dirais, au moins symboliquement, mais un processus qui va, on va aller rechercher une sorte un peu d'égalité de traitement et d'égalité de savoir, une nuance qu'on va être obligé de mettre en place pour bien avancer. Euh, et donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que quand on est déstabilisé par une situation interculturelle avec un comportement qui nous déstabilise, si je prends un exemple concret, par exemple, c'est la question du maternage. Euh, la manière dont on peut être tous les ans, on est sollicité par des établissements scolaires de cette manière-là, sur des petites classes, là, sur les maternelles ou les crèches, parce que du coup, la manière de porter le bébé, la manière dont les femmes africaines d'Afrique de l'Ouest, là, hop, chopent le bébé, le mettent sur le dos avec les tissus, etc. Donc, chope par l'épaule. Euh, Quand vous êtes nouvelle assistante, enfin assistante puère qui vient d'arriver tout frais moulu de la formation, elle arrive tout de genre de choses, enfin en tout cas qui sort de formation, ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais la manière, c'est pas du tout la manière dont on a appris à prendre un enfant, à prendre un bébé, à le protéger, etc., etc. Et donc du coup, parfois ça déstabilise énormément. Et je peux vous assurer, hein, on est sur du vécu, hein, qu'on a parfois des informations préoccupantes qui sont déclenchées là-dessus. Et donc là, tout le travail, ça va être de dire, attention, on déconstruit. Est-ce qu'on est dans la maltraitance? Est-ce qu'on est dans une manière de faire qui est différente, peut-être trop différente ou trop rapidement différente pour vous, mais est-ce qu'on là on on va aborder les choses avec l'institution, avec la crèche pour dire justement là on va arriver un peu en, en pompier, hein, en disant attendez là on est a priori, on met toujours la précaution d'usage, hein, a priori, on est, est-ce qu'on est dans la maltraitance ou est-ce qu'on est dans une reproduction d'une manière de faire qui est très différente de celle que vous avez apprise, mais pour autant qui est perpétrée et régulier et mise en place au pays d'origine depuis des centaines d'années et pour lesquelles, a priori, techniquement ou physiologiquement, on n'a pas plus de luxation d'épaule d'un enfant sénégalais qu'un enfant sartois. Donc vous voyez bien que euh, euh, cette question de décentration, c'est cette question que de toute façon, à partir du moment où je vais rencontrer l'altérité, là où le sens dans le sens qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est-à-dire du coup avec une construction sociale, une construction culturelle euh, peu ou très différente de la nôtre, à partir du moment où ça va nous déstabiliser, on va nous en demander, en mettant en place une démarche interculturelle, de nous déstabiliser encore plus. Donc de faire un petit pas de côté, se décentrer et d'accepter en fait de regarder la représentation visible de la culture de l'autre, de la personne en face, comme étant tout aussi légitime, a priori, que sa propre culture. Sinon, on est dans ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme. Si on part du principe que j'ai les clés, et en plus je suis professionnel, donc déjà je suis sachant, parce que je suis professionnel et je suis à ma place, et qu'en plus j'ai les clés parce que ma culture est la culture de référence, on va avoir du mal, pour le coup, à communiquer. Pour autant, parce que sinon ça serait beaucoup trop simple, pour autant, parfois, ma culture est produite dans un cadre social qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas accepter. La culture, alors c'est de moins en moins vrai, heureusement, mais la culture de l'excision, c'est pas une culture. La culture de l'excision, elle se pratique encore dans quelques pays, de moins en moins. Pour autant, là, on est sur une logique où on est dans un cadre qui est celui de la société française, avec l'excision qui est condamnée par l'État français. Et donc,
y compris avec toute la bonne volonté qu'on peut mettre en place pour accueillir la culture de l'autre, il y a des choses. Accueillir n'est pas forcément dire oui à tout. Accueillir et également, je dirais, accueillir dans la vigilance et le respect également des points de bordage, du cadrage social, et encore plus vous en situation professionnelle, du cadrage un petit peu institutionnel qu'il est attendu de vous, qui va vous permettre également parfois de ne pas accepter un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses, etc. Et c'est en ça que c'est parfois difficile, c'est que euh, euh, je pense que tout le monde en a envie de plutôt d'être accueillant et de bien faire les choses et de faire en sorte que ça passe, ça marche bien. Et ça, plus on va mettre en place de démarches interculturelles et plus ça va aller dans ce sens-là. Pour autant, le fait de dire non à quelqu'un ou le fait de dire bah, ça, je ne peux pas l'accepter, c'est réussir également à mettre la personne en face de vous dans une situation d'égalité par rapport à toutes les personnes que vous recevez. C'est-à-dire du coup, ne pas accepter euh, ne pas tout accepter sous couvert que je suis dans une démarche interculturelle, donc je dois faire un pas de côté et donc je dois prendre en compte la culture de l'autre, même si elle me déstabilise. Oui, dans un certain point. Mais attention également au bordage et au bornage qui sont également ceux de votre contexte professionnel, ceux de votre contexte social également, qui font qu'à un moment donné, vous avez l'obligation potentiellement de dire bah non, non, c'est pas possible, ou non, j'ai pas fait ce que vous me demandez parce que. Euh, un exemple concret que je peux donner, c'est sur la question de, de du travail, par exemple. Accompagner des gens pour trouver un emploi quand soit il n'y a pas de diplôme, soit que le diplôme n'est pas traduit, soit que le diplôme n'est pas reconnu, soit ne serait-ce que par la question de la notion de diplôme en soi, elle est très construite socialement, elle est construite dans une société plutôt occidentalisée. Euh, le diplôme de garagiste en Géorgie, il n'existe pas. Euh, et donc du coup, et pourtant dans les CV des Géorgiens, je peux vous dire qu'on en reçoit un paquet quand, quand, euh, quand on est en recherche d'interprètes en langue géorgienne. Euh, euh, Beaucoup disent je suis garagiste parce qu'en gros, je sais bricoler une bagnole. Ça suffit largement. Pour autant en Géorgie, pour autant en France, ça ne va pas suffire. Donc accepter de faire un pas de côté en disant bah oui, je dois reconnaître que la question du diplôme dans dans la construction sociale de la personne que j'ai en face de moi, elle est complexe ou alors elle est totalement inexistante. Il va falloir que je prenne le temps de lui expliquer qu'en France, ça marche comme ça, qu'il nous faut ça, etc. etc. Euh, c'est un processus euh, qui va à la fois nécessiter d'entendre la question de si je suis garagiste, j'ai travaillé sur des voitures pendant 20 ans au pays. Non, vous n'êtes pas garagiste au sens français du terme, avec la question du diplôme, etc., etc. On va pouvoir le prendre en compte dans votre expérience professionnelle, éventuellement, mais on ne va pas pouvoir le prendre en compte dans, je dirais, dans la reconnaissance et la validation d'un élément probant que demande la société française, qui est le diplôme ou le certificat. Enfin, j'ai du mal à trouver le terme adéquat. Donc, se décentrer, ça ne va pas de soi. Mais je dirais que c'est le premier niveau de ce travail un peu de construction et d'accueil en situation interculturelle. Ça veut dire accepter de faire un pas de côté, accepter qu'on va potentiellement être déstabilisé en fait par cette rencontre-là et qu'il va falloir euh, interroger son propre cadre de référence. Ça, c'est ce que j'indique là dans le document en reprenant une citation de Marguerite Cohen-Emmerich, voilà, faire émerger la conscience de son propre cadre de référence en tant qu'individu porteur individuellement d'une culture et de multiples sous-cultures
élaboré de façon unique en relation avec son histoire personnelle. C'est-à-dire du coup accepter que je suis construit d'une certaine manière, que j'ai mon propre cadre de référence et que si je veux accompagner de la meilleure manière qui soit la personne que j'ai en face de moi, il va falloir que éventuellement je fasse un petit pas de côté euh, sur mes propres représentations et accepter d'entendre. Ça ne veut pas dire de les accepter dans sa globalité, mais accepter d'entendre également que je vais avoir des éléments qui vont potentiellement me déstabiliser. Deuxième niveau, ça va être. Alors, Marguerite Cohen-Emerick, je vais la citer tout le temps, hein, parce que c'est ethnopsy qui a travaillé sur ces questions-là pendant très longtemps. Donc, si jamais ces questions-là, vous voulez les creuser, et les creuser avec de la littérature, allez voir tout ce qui a été fait par Marguerite Cohen-Emerick. C'est plutôt de grande classe. Donc se décentrer. Deuxième élément, se mettre à la place de l'autre et appréhender sa perception sur la réalité et sur moi-même, sur soi-même d'ailleurs, ça aurait été mieux. Je me décentre et puis j'accepte également d'être dans une situation où je me dis tiens, un peu en effet miroir, comment si j'étais à la place de la personne que j'ai en face de moi là, voilà, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir, qu'est-ce que j'aurais envie de dire, comment j'ai envie de me positionner et comment je pourrais faire en sorte je dirais, d'être dans une phase un peu de négociation pour pouvoir cheminer dans l'entretien. Donc, c'est réussir en back-office à comprendre qu'on ne va pas avoir les mêmes référents culturels l'un et l'autre, qu'on n'est pas dans une situation d'égalité. Moi, je suis le professionnel, je suis le sachant. Pour autant, je vais me remettre un tout petit peu en question sur le sachant, oui, dans le cadre, mais le sachant qui va être obligé de faire un pas vers vous, personne étrangère, pour que vous soyez en capacité de pouvoir également vous exprimer avec vos propres référents, pour que je puisse bien comprendre ce qui vous amène, que je puisse bien vous accompagner et que j'entende bien vos mots à vous dans le contexte social et culturel dans lequel vous les mettez. Et puis le troisième élément, ça va être la coopération, la négociation. Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, bah, vous voyez bien, hein, c'est un jeu d'échange. Enfin un jeu, c'est une question d'échange. C'est une question également de négociation et de reformulation. C'est redonner de la place, c'est donner de la place à l'autre. Ce que vous faites pour n'importe quel étranger, hein, au sens où on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est que du coup, à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui est assis à côté de vous, qu'il ait fait 4000 km ou qu'il en ait fait 3, vous rencontrez un étranger. Mais pour autant, vous êtes face à des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes référents socioculturels que vous avez encore plus de travail à faire de aller-retour, de négociation, de coopération, de reformulation. J'ai compris de ce que vous me dites que. Est-ce que j'ai bien compris? Non, j'ai pas bien compris. Allez-y, réexpliquez-moi. D'accord. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en phasage et vraiment sur ce jeu d'aller et retour pour à la fois réussir à comprendre la demande ou comprendre, je dirais, l'échange avec le vocabulaire, les éléments de contexte qui sont issus également du contexte de la société d'origine et du pays d'origine, etc. Acceptez également que vous ne comprenez pas, et donc vous allez être obligé d'aller chercher de l'information. La question des dispositifs, par exemple, euh, euh, dans l'emploi,
dans l'accompagnement dans l'emploi. Le RSA, les diplômes, le CV, ça, c'est des choses qui sont totalement construites socialement et qui sont de l'ordre, encore une fois, des sociétés occidentales. Donc, vous allez être dans l'obligation, si vous voulez faire adhérer la personne au process, au parcours, à minimum, de lui expliquer ce que c'est qu'un dispositif RSA, de lui expliquer ce que c'est qu'un CV, comment il faut construire un CV, etc. Et que ça, tout ça, ça va prendre du temps et que ça va nécessiter justement d'aller chercher de l'information. Comment ça se passait? Comment ça se passait au pays d'origine? Est-ce qu'il y avait un diplôme là-dessus? Est-ce qu'il y avait du chômage? La question du chômage. Est-ce que était organisé l'accompagnement de l'emploi, s'il y en avait, etc. Donc tout ça, vous allez être obligé d'aller le chercher en fait. Vous ne le connaissez pas a priori. Vous pouvez avoir des éléments de contexte du fait que vous rencontrez régulièrement telle ou telle communauté, de telle ou telle origine, etc. Donc, vous pouvez avoir quelques petits points de repère. Pour autant, soyez vigilants. Vous avez en face de vous une personne avec toute sa singularité, et c'est pas parce qu'elle est pakistanaise que du coup, bah, ça va être les quelques points de repère que vous avez sur la société pakistanaise qui va marcher. Peut-être que du coup, en l'occurrence, cette personne-là, elle est de tel ou tel coin du Pakistan et que ça marchait pas du tout comme ça. Et ça, si vous n'allez pas chercher l'information chez la personne, vous ne l'aurez pas. Et donc, cette nécessité à la fois de reformuler, de contextualiser et d'aller chercher l'information sur pour bien comprendre et pour bien faire mon travail d'accompagnement, j'ai besoin également que vous adhériez un minimum au processus. Donc, j'ai besoin de comprendre dans quel contexte vous êtes. Et donc, j'ai besoin de comprendre comment ça se passait au pays d'origine. Est-ce qu'il y avait quelque chose au pays d'origine et que je vous explique également comment ça se passe en France. Et pourquoi là, je ne suis pas dans une relation duale, mais je suis bien dans une relation où moi, en tant que professionnel, je suis en charge d'un certain nombre de dispositifs qui sont les dispositifs qu'on me demande de mettre en charge, pas mes dispositifs à moi en tant que personne. C'est pas moi qui décide de l'attribution du RSA et tout ça. Par contre, il me faut tel ou tel document. S'ils ne pouvaient pas me les produire, je ne pourrais pas déclencher le RSA. Donc, vous voyez, c'est en cela que c'est important de, de pouvoir prendre ce temps. Et quand je dis que cette démarche, elle est parfois très chronophage, c'est que cette question de déconstruction et d'aller vers, déconstruction de euh, comment tel point va être abordé, comment il peut potentiellement être reçu, comment moi, dans une autre situation, je pourrais le recevoir, et comment je dois faire un pas de côté pour aller chercher de l'information vis-à-vis de la personne, pour lui faire comprendre les différences qu'il y a entre la société d'origine et la société française, et que là, en l'occurrence, s'il est ici, c'est qu'il a vocation à aller s'installer dans la société française, et donc bah, c'est mon rôle également en tant que professionnel de pouvoir, je dirais, prendre le temps de lui expliquer les choses, de lui expliquer, de lui contextualiser les dispositifs ou les attendus du pays d'installation. Euh, et cela, ça va nécessiter une temporalité bien plus longue qu'en temps normal. Euh, si je veux faire un pas de côté sur ces éléments-là, pour vous donner un exemple, c'est la question de la prise en charge. Je reprends l'exemple de l'école, mais on pourrait prendre également l'exemple des questions de, d'enfants à naître, par exemple. À l'école, les orientations SECPA, par exemple, comment voilà, comment en réunion parents-prof, en CM2, on va annoncer à un parent turcophone que l'établissement, que l'institution scolaire va proposer plutôt une orientation en SECPA. Ça veut dire quoi SECPA en Turquie? En plus, en l'occurrence, si les gens ils sont du Kurdistan turc, c'est des dispositifs qui sont totalement inconnus. Et puis si on ne fait que dérouler ce que ça veut dire SECPA, en fait, et qu'on n'est que dans la simple explication du sigle, bah, du coup, là, on va être, bah non, mais attendez, mon fils, il n'est pas fou, quoi. Ah non, la SECPA, c'est pas fait pour les fous, c'est pas fait pour les personnes qui sont lentes à la comprendre. C'est des dispositifs spécifiques pour des personnes qui sont en difficulté avec le milieu scolaire habituel. Donc, on va plutôt les accompagner sur des dispositifs qui sont plus adaptés à. Et tout ça, vous voyez, plutôt que de dire SECPA
Là, j'étais obligé de faire 4 phrases. Et encore, là, je l'ai réduit. Donc, tout ça, ça va nécessiter de la vigilance de votre part. C'est pour ça que c'est une démarche qui ne va pas de soi. Ça va nécessiter quasiment tout le temps d'accepter de se dire, bon, alors, je vais encore être déstabilisé. Il faut que je fasse un pas de côté. Il faut que je laisse de la place. Il faut que j'aille chercher l'information. Il faut éventuellement que, au-delà de ma volonté de vouloir être dans un accueil bienveillant, il y a un moment donné, je dois malheureusement poser le cadre, reposer le cadre, et soit refuser, soit dire attention, là ça va pas, et qu'en plus potentiellement je vais être tout seul à le faire parce que je vais être plutôt dans une relation de face à face. Bah, vous avez bien compris que cette démarche interculturelle, euh, elle peut être très positive parce que du coup, elle va donner beaucoup de place à la personne que vous avez en face de vous pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse, euh, je dirais, prendre conscience qu'on lui laisse suffisamment de place pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse, je dirais, comprendre ce pourquoi elle est là. Euh, mais euh, elle peut être complexe également, dans le sens où, comme je vous ai dit, hein, c'est un double échange. Hein. C'est que du coup, enfin, c'est un échange. Hein. Le principe de l'échange, c'est que c'est un minimum à deux. Mais que si vous vous faites un pas vers un pas de côté et un pas vers la personne, eh ben, il faut que la personne en face de vous fasse la même chose, parce que sinon ça va pas marcher. Je rajoute un petit chapeau, parce que sinon ça serait beaucoup, 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 beaucoup trop simple, bien évidemment. Le chapeau que je rajoute, c'est de se dire, mais alors si en plus la personne ne parle pas français et qu'on n'arrive pas à communiquer avec elle, ou en tout cas on n'a pas de langue tierce là, qui nous permet à minimum de pouvoir nous en dépatouiller tous les deux, bah alors là vous rajoutez une difficulté supplémentaire à la mise en place de cette méthode. Et là en l'occurrence, alors je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais en l'occurrence c'est pas que pour l'ASAMLA, c'est pour l'interprétariat en général, ou en tout cas qu'à un moment donné, il y ait la création d'outils, d'outils je dirais de simplification de, et de fluidification de l'information, d'échange, parce que sinon vous allez clairement pas vous en sortir. Si vous n'avez pas d'interprète, si vous n'avez pas de plaquette traduite, si vous n'avez pas de plaquette avec des idéogrammes, avec le moins de texte possible, vous ajoutez les difficultés supplémentaires à la mise en place de la démarche interculturelle. Euh, euh, donc quand vous en avez la possibilité, n'oubliez pas l'interprétariat, parce que ça peut être un outil très utile. Donc pour résumer, je vous ai mis là dans les deux derniers slides, dans le dernier slide, je vous ai mis un peu les bonnes pratiques de la démarche interculturelle, qui sont voilà, l'écoute bienveillante, euh, l'observation du non-verbal également. Ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que du coup, là, on dit beaucoup de choses euh, quand on parle, mais on dit beaucoup de choses également dans la manière dont on est, et notre corps dit également beaucoup de choses. Donc de ne pas hésiter également à regarder, regarder la personne et pas seulement ce qui est dit. Voilà, réinterroger régulièrement la compréhension et le consentement de la personne, les respecter, vraiment faire cette démarche d'aller-retour. Euh, Respecter la croyance, la culture, les traditions, négociation, compromis et créativité peuvent parfois s'avérer nécessaires. Bah oui, c'est vrai que parfois on a le cadre de boulot et c'est pas forcément toujours simple. Et puis parfois le cadre de boulot va rentrer vraiment en confrontation un peu directe avec le cadre de référence culturelle de la personne en face. Euh, Moi, j'ai un souvenir de d'une situation qui n'avait pas été vraiment rigolote, à l'hôpital là, voilà, les soins palliatifs là, donc du coup on est vraiment sur la fin des derniers jours de vie de la personne, où là en l'occurrence
Bah là, il a fallu négocier sec avec l'institution hospitalière, bah, pour faire en sorte, encore une fois, que la manière dont on accompagnait le futur défunt, là en l'occurrence c'était mince, qu'on appelle ça, des Sahraouis, donc Sahara occidental, oui, là où c'est tendu en ce moment, là, entre la France, l'Algérie et le Maroc, là. Donc vraiment, on est dans une logique où on va accompagner le futur défunt dans ces derniers jours, ces dernières heures, etc. Avec des processus particuliers, avec également tout de suite après le décès, des processus où il faut nettoyer le corps, etc., etc., alors qui vont totalement en confrontation avec le protocole classique occidental des choses. Et, et là, au bout du compte, on avait affaire avec une équipe de soignants qui était un peu mobilisée sur ces questions-là et de réussir à faire en sorte de se dire au bout du compte, bon, y compris si on tord un petit peu le cadre de l'institution, en disant bah, on ne fait pas comme ça ici. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui est le plus grave, hein, que du coup on ait quelqu'un pour qui les derniers jours ou les dernières heures soient des moments encore plus compliqués que la fin de vie et pour la famille, ou est-ce que du coup on peut se dire que ok, on n'est pas dans le cadre habituel. Pour autant, est-ce que ça remet en cause le cadre institutionnel dans ce qu'il a apporté? Et on avait conclu que finalement pas tant que ça. Et donc, du coup, là, les choses avaient pu se faire de la manière dont la culture d'origine, je dirais, prenait en charge ces aspects-là. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Cédric, Euh, oui, on ne voit plus ton support à ouais, nouveau. Est-ce que tu c'est ce peux le que, c'est ce que je rediffuser? voyais. Ouais. Alors, en fait, quand c'est pas des éléments, tac, tac, tac. Là, je l'ai plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment ça s'appelle? Présentation? Ben non, c'est pas ça. Mhm. Tu veux, je Non. Mais peux je l'ai essayer de le... plus. Je l'ai plus, je l'ai plus. Congé Alors, N-1. attends. Non, ça, c'est mes trucs de boulot. Ça vous concerne pas. Je le rediffuse. Je l'avais aussi d'ouvert. Hop, pour que tu puisses terminer ta partie. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien la slide que tu étais en train de Ouais, super. présenter? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est suffisamment grand ou pas? Alors moi, ça va parce que je l'ai en papier, mais du coup, peut-être un peu plus grand. Alors... Oh là là. Voilà, Bon, est-ce que ça sinon, va là? sinon, on peut le faire à l'oral, hein, parce que là, il Ça reste va, ouais. vraiment que trois éléments, hein. Il y avait la question, mais ça, je voulais indiquer, hein, de prendre de la distance vis-à-vis de nos représentations, de ces représentations. Euh, Se défendre d'essentialiser les personnes en les renvoyant à leur culture ou origine réelle ou supposée. Et oui, sinon, on est dans l'ethnocentrisme. Donc, attention à ça, attention à ne pas penser. Non, on n'est pas dans les. Pardon, j'ai des bêtises, on n'est pas dans l'ethnocentrisme, on est dans le culturalisme. C'est-à-dire, du coup, on va considérer la personne que par rapport à une culture réelle ou supposée. Ah oui, donc il est pakistanais, donc il est ceci, 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 cela. Bah non, ça suffit pas. Ça peut éventuellement être des éléments d'interrogation et de compréhension de l'individu en tant que tel, mais ce n'est pas l'individu. C'est pas ce qui constitue uniquement l'individu que vous avez en face de vous. Euh, Travailler en lien avec les experts de l'interculturalité si vous en avez la possibilité. Vous avez bien noté que dans ce document-là, il n'y a pas l'interprétariat, ce qui est dommage. Ah bah si, 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 pardon, autant pour moi, c'est en dessous, s'entourer d'interprètes et de médiateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des professionnels. Alors, l'interprétariat, ça fait au moins 40 ans qu'il est développé à, à Nantes, mais vous avez les médiateurs, par exemple en santé, ou les médiateurs sociaux, qui sont plutôt, on va dire, des nouveaux métiers, du coup, justement, de cette mise en lien
entre un public étranger et puis des institutions françaises de droit, d'accompagnement dans le droit, d'ouverture de droit, etc. Les médiateurs en santé, les médiateurs sociaux sont des outils également et des appuis à, à la bonne compréhension également, et qui peuvent également vous appuyer en tant que professionnel dans le fait d'avoir quelques grilles et quelques clés de lecture sur ces éléments-là. Et puis la dernière page, alors je vous laisse la lire, c'est un peu le résumé de tout ça. Je fonctionne assez en carte mentale, donc je vous laisserai la décortiquer individuellement, en fait, où ça résume, ça résume un peu tout le process en fait, qu'on a brossé là pendant 1 heure et demie. Là. Ok, ben merci beaucoup, Cédric. Je n'ai pas vu pour le moment des questions dans le chat. Il nous reste une demi-heure. Donc, si vous souhaitez poser des questions à Cédric en rallumant votre micro, ça va être possible. Juste, si vous êtes nombreux, je vous inviterai plutôt à lever la main via le petit panneau réaction que vous avez en bas de votre écran. Ça permettra d'attribuer la parole dans l'ordre. Bon, pour la première, n'hésitez pas à rallumer votre micro directement. Et puis après, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, vous pourrez le faire en levant la main. Je vous donnerai la parole après. Donc j'arrête le partage. C'est toujours la première question qui est la plus dure. En attendant qu'il y ait une première personne qui se lance, je voulais juste vous dire que, au vu du nombre d'inscrits qu'il y a eu sur cette thématique, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est à distance, on voulait que ça touche le maximum de monde possible, et donc ces quelques clés qui vous ont été données par Cédric, on proposera au premier semestre 2025 une journée cette fois-ci en présentiel à Nantes pour approfondir la question de l'interculturalité, voilà, dans l'accompagnement des publics. C'est vrai que pour ces éléments-là, par exemple, des mises en situation avec un peu de théâtre forum, par exemple, ça marche plutôt bien. C'est à la fois ludique et puis très parlant. Alors, le théâtre forum en visio, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y a quelqu'un qui nous dit pas de questions particulières, c'était clair, vous nous avez donné pas mal de clés, merci. Ah bah, merci à vous. Après, si vous avez Bonjour, besoin. Ah oui, allez-y. excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, j'ai une question parce que du coup, je voulais savoir comment, j'essaie de bien formuler ma question, mais moi, personnellement, enfin, il y a beaucoup de choses qui me parlent, mais du coup, c'est comment est-ce qu'on peut, enfin, j'enverrai bien la présentation aussi aux équipes avec lesquelles je travaille. Et la question, si j'essaie d'être claire, c'est comment est-ce qu'on pourrait, genre, faire comprendre aux équipes et aux personnes avec qui on travaille l'importance de tout ce que vous venez de dire là. Donc, comment faire le lien et parce que des fois, nous, on arrive à respecter ça et ça nous paraît évident à notre échelle, mais pas forcément. Enfin, tout le monde n'a pas cette conscience, on va dire, de l'importance de l'interculturalité, etc. Peut-être je vous donne une situation en particulier qui est en lien avec ma question, où j'ai une maman qui vient de Guinée et il souhaiterait faire un bilan pour la jeune et la maman, elle est plutôt pour l'instant plutôt dans le refus et l'équipe va un peu forcer. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils prennent pas tout ce que vous avez dit en considération. Moi, j'ai déjà rencontré la maman en essayant voilà, de poser les choses et de faire attention un peu à toutes ces choses-là. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous avez un élément de réponse. Euh, si c'est très clair ma question non plus, mais voilà. Bah, un élément de réponse. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que du coup, ces éléments-là, ils doivent être
soit ils sont portés par l'institution vraiment en disant, bon là, y compris, il y a un travail un peu plus approfondi qui est fait sur cette question spécifique parce qu'on rencontre de plus en plus l'altérité, euh, ce public étranger, etc. Et que du coup, les équipes globalement sont déstabilisées. Euh, euh, Après, j'aurais pas de clé sur comment faire en sorte que vos collègues la mettent en place, si ce n'est. Euh, je ne sais pas quel est votre niveau d'organisation. Est-ce que vous êtes une collègue? Est-ce que vous êtes la cadre? Est-ce que vous êtes euh, Je suis la psychologue de l'éducation nationale et du coup, je dépends pas. Enfin, en fait, c'est la direction de l'établissement avec lequel je travaille, mais j'ai pas, ce ne sont pas mes supérieurs hiérarchiques. On hmm, travaille ensemble, mais voilà, je sais pas si ça vous donne. hmm, Mais je pense que j'ai des éléments de réponse. C'est juste peut-être aider, faire une médiation, être présente avec. Enfin, je peux pas toujours me le permettre parce que là, ils vont hmm, rencontrer la maman sur un jour où je suis pas là. Mais voilà, je pense que j'ai des éléments de réponse avec ce que vous avez donné. Je peux transmettre aussi hmm, hmm. le support, etc. Mais voilà, je me demandais si vous aviez d'autres clés dans le cas où on est confronté à des personnes qui ont vraiment je sais pas, aucun recul et aucune conscience. Voilà. Ouais, Aucune considération, on va dire aussi pour l'aspect culturel. ouais. Ah oui, et puis c'est pas des éléments. Alors je sais que nous on milite là-dessus au niveau national, hein, mais pour le moment on est un peu dans le désert. Hein. Mais parce que là, en l'occurrence, euh, l'intervention d'interprète, elle est d'autant plus importante que, y compris si la maman euh, est locutrice du français, ça peut être également des éléments apportés par un tiers sur des éléments de contexte en fait de la société d'origine. Alors encore une fois, les interprètes ne sont pas des ethnologues, mais pour autant, ils ont ce qu'on appelle nous dans le jargon cette capacité à faire un peu de décodage culturel, ce qui fait que, alors notamment sur des sujets aussi sensibles que ça en Afrique de l'Ouest sur la question de l'enfant, euh, il y a plutôt intérêt dans l'adhésion et de prendre le temps effectivement de d'expliquer en fait, d'expliquer les processus, d'expliquer les dispositifs, d'expliquer qu'on n'est pas dans la discrimination, on n'est pas dans le racisme, mais que du coup, là, l'équipe elle a noté ça, ça, ça et ça, et que il y a peut-être des choses à corriger. Là, en l'occurrence, l'interprète, il peut être d'une grande utilité. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans quel département vous êtes, mais Je suis dans le 44 à Nantes. Mais oui, j'ai pas pensé à ça. Ça pourrait être éventuellement. Je sais pas si c'est pas si. En fait, on est souvent, j'ai déjà eu, j'étais confrontée au fait que c'est difficile de faire appel à un interprète hmm, ou c'est coûteux. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être une solution. Enfin, un bon intermédiaire. c'est gratuit pour les écoles primaires à Nantes. Ouais. Si on est sur du collège ou du secondaire, ou je sais pas Et trop là, si c'est le cas. ça sera facturé, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Bon, voilà, Oui. c'est la réalité du terrain aussi. Mais ouais, merci quand Ouais. même. Alors, on a une autre personne qui souhaite prendre la parole de Déclic Mobilité. Allez-y. Oui, bonjour. Vous nous Oui, bonjour. entendez? Oui. Oui. Je suis Pierre Hervé, je suis avec ma collègue Carole Au. On est basé à Nantes. On est une association qui fait de l'accompagnement du public en insertion de façon générale sur des sujets de mobilité. Donc, on avait une question qui est liée à des cas enfin, deux cas qu'on a peut-être rencontrés récemment. Nous, on mène des entretiens en tant que conseiller, conseillère de mobilité en individuel avec les personnes qu'on accompagne. Là, on a récemment eu deux personnes donc ces deux femmes qui sont, donc une originaire d'Europe de l'Est, une plutôt du Maghreb, qui viennent avec leur mari. Et nous, notre pratique, c'est plutôt de réaliser ces entretiens vraiment en individuel à des fins on va dire, aussi d'autonomisation de la personne et d'émancipation et de développement de compétences en tout genre. C'est souvent assez mal accepté, à la fois par les maris
et aussi par les femmes qui, surtout là, en l'occurrence, on parlait de recherche de financement, de gestion de budget, et en général, les femmes, dans ces cas-là, se disent, enfin, nous ont dit, ça c'est mon mari qui gère, je veux qu'il soit là, parce que c'est lui qui s'en occupe. Donc, on a réussi à chaque fois à faire ces entretiens, bah, finalement, quand même bien individuels. Et moi, j'ai été assez mal à l'aise dans les explications, dans la justification de notre démarche. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous géreriez ces situations. Ouais, Merci. Eh ben, merci. euh, non, enfin, là, enfin, on touche vraiment. Je trouve enfin, je rigole parce que, pareil, je ne vais pas avoir de solution miracle, mais je trouve que ça illustre parfaitement ce que j'indiquais tout à l'heure, dans le sens où, y compris parfois avec la volonté de bien faire, vous avez l'obligation de dire je ne vais pas être d'accord avec la manière dont ça se passe à l'heure actuelle. Euh, 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 alors, c'est pas agréable, mais si l'institution que vous représentez exige un entretien individuel, en fait, euh, quelque part, c'est requalifié. On peut le prendre positivement, cette affaire-là. C'est qu'on peut dire que le fait de dire non, vous ne pouvez pas venir avec votre mari, ça va requalifier également, ça va requalifier la personne dans le sens où vous n'allez pas tout accepter sous couvert qu'elle est étrangère et que vous voulez bien faire pour pas passer pour un raciste. Enfin, je fais des gros résumés. Et pour le coup, le savoir dire non, parfois, au bout du compte, va beaucoup plus être vécu comme justement non discriminant, parce que du coup, ça va requalifier la personne accompagnée dans ce qu'elle est. C'est-à-dire que du coup, dans un individu comme tous les autres qui sont accompagnés, et vous avez un cadre à respecter, qui est celui de l'entretien individuel. Après, la question de l'adhésion, bah là, pour le coup, pour moi, ça va toucher la question de la temporalité. C'est-à-dire que du coup, faire adhérer la femme au fait qu'elle va venir toute seule à l'entretien sans son mari, parce que c'est elle qui est accompagnée et pas son mari, y compris quel que soit le sujet qui est touché, peut-être que ça va pas marché la première fois, peut-être que ça va être un peu plus compliqué la deuxième fois, puis peut-être qu'au bout du compte, ça va cheminer. Et qu'au bout du compte, elle sera peut-être très contente de ne pas du tout être avec son mari à ces entretiens-là, et qu'il va se passer autre chose. Pour le coup. Et ça, c'est une question de temporalité, de ce que vous avez je dirais, à disposition comme temps pour pouvoir faire avancer ces questions-là. Mais là, comme ça, un peu en première lecture, c'est de me dire, bah, de toute façon, si c'est votre cadre de boulot, c'est votre cadre de boulot. Alors effectivement, parfois, c'est pas agréable. Et parfois, ça peut amener à des échecs, parce que je ne sais pas si au bout du compte, la personne, elle est venue ou pas, mais vous pouvez très bien avoir également des situations où la personne, elle ne va pas venir. Parce que du coup, vous avez refusé le mari ou refusé un tiers. Euh, Il n'y Ouais, avait pas là, de en question. l'occurrence, ouais, les personnes sont venues en l'occurrence. De toute façon, la personne est véhiculée par son mari, donc son mari attend Bah oui. dans le hall, dans le couloir. Il faut faire Euh, l'entretien dans la voiture dans ce cas-là. non, mais ok, merci beaucoup pour. Oui, bah, oui. Je sais pas si je sens un merci plus poli que ah ouais. Non, mais c'est une histoire de temporalité. Vous l'avez très Ouais. bien évoqué. Effectivement, ça Mm, va se passer dans le temps ou pas. Hein, pour mm, l'instant, les personnes reviennent toujours accompagnées. Mais bon, ça, l'idée, de toute façon, fait son chemin. Hein, puis mm. enfin, la personne accompagnante va peut-être d'elle-même prendre la décision de ne plus accompagner. Mm. Ah, Mm. enfin, Il y a peut-être. pas de question il y a pas de question de langue, de difficulté de langue. Non, non, Non. là, pas du tout. Mm, Et bah oui, après moi, c'était en anticipation. J'avais une crainte, c'est que finalement, elles finissent par ne plus venir. Et dans ces cas-là, bah, moi, j'aurais eu on va dire, un problème pas de conscience, mais de me dire, ah, bah, mince, parce que si personne, elle ne vient plus, elle sort du cadre de l'accompagnement. Et donc, forcément, ça va contribuer en sens inverse à son ouais, autonomisation parce que je ouais. vais se trouver voilà, renfermé sur.
sur sa situation. Et donc, au final, c'est pas forcément l'aider de procéder comme ça, mais en même temps, on a ce cadre qu'on doit respecter. Donc, voilà. Ouais, je suis conscient qu'il n'y a pas de réponse Complètement. évidente et directe, mais en tout cas, ben, merci pour les éléments. C'est pas que de la politesse, hein, ça confirme. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite réagir à l'oral et sinon je transmettrai quelque chose qui a été écrit dans le chat. Mais on va favoriser l'interaction orale si quelqu'un souhaite prendre la parole. Bon, s'il n'y a pas de... Cédric, il y a quelqu'un qui a demandé, afin de mieux comprendre nos bénéficiaires BPI, donc bénéficiaires de la protection internationale, avez-vous un état des lieux des conflits qui existent dans le monde? Et voilà. Mais si c'est le cas, de toute manière, ce ne sera pas là en direct. Pff, non, non, on n'a pas d'état des lieux. On va plutôt faire l'inverse, hein. C'est quoi le coin de la Terre à l'heure actuelle où il n'y a pas un conflit? Au niveau régional, c'est quand même complexe, là. Ouais. Les gros points d'achoppement qu'on voit aujourd'hui, parce que nous on le voit d'un côté du point de vue euh, euh, langue sollicitée, donc arrivée, c'est l'Afrique de l'Est beaucoup, c'est le Pachtou beaucoup, l'Afghanistan encore beaucoup, hein, la Syrie encore pas mal, en tout cas sur les personnes qui sont plutôt, je dirais, à viser asile. C'est aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Afrique de l'Est, Érythrée, Somalie, Afghanistan. Europe de l'Est, quasiment, en tout cas à notre niveau, à nous, quasiment plus. Ukraine, Ukraine, Russie, quasiment, enfin ex-URSS, quasiment plus. On s'attend à des arrivées massives de Géorgiens dans les mois qui viennent, avec ce qui se passe là-bas, mais pas pour le moment. Euh, bon, on va peut-être avoir de la migration américaine, peut-être, qui va arriver aussi. Alors, il y a une question dans le chat qui est venue entre-temps. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'accueil de personnes sourdes étrangères? Oui. Et alors là, c'est pas une mince affaire parce que, alors moi, de manière très béotienne, j'avais toujours eu l'idée que le langage des signes était une langue internationale et universelle. Alors pas du tout. Donc, bah, parfois, ça peut nous arriver. Alors, il se trouve que parfois, on a des coups de peau avec des interprètes qui signent également, mais qui signent dans leur langue. Et puis, bah, parfois, pas du tout. Donc là, on rajoute alors, dans je dirais dans les couches de complexité, on va rajouter une complexité supplémentaire si en plus il y a des difficultés enfin, en tout cas d'audition et de verbalisation. Ça peut nous arriver de travailler avec en langage des signes, mais pour le coup, nous, on on n'a pas de. Enfin, en tout cas, je vous dis, parfois c'est un coup de peau, on a une interprète qui signe dans sa langue, mais en tout cas, on n'en fait pas, je dirais, une offre de service ni quoi que ce soit. On ne développe pas cette compétence-là. Euh, mais par contre, ça peut nous arriver parfois à ce que l'interprète soit présente avec un interprète en langue des signes qui signent dans la langue. Et du coup, plutôt qu'avoir une rencontre tripartite, le professionnel, le migrant, l'interprète, ben, vous allez avoir le professionnel, le migrant, l'interprète qui parle, l'interprète dans la langue des signes entre la langue du pays d'origine et le français, et quelqu'un qui a en capacité de pouvoir traduire la langue des signes en français pour que la collègue interprète puisse le retraduire du français à la langue d'origine. Donc là, je vous raconte pas un petit peu la mobilisation. Est-ce que la personne qui a posé la question, il y avait quelque chose derrière cette question que vous souhaitez préciser? Et là, n'hésitez pas à rouvrir votre micro ou est-ce que ça répond à votre question? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'elle signe, en fait, peut-être qu'il faut allumer l'écran.
En attendant, y a-t-il d'autres questions? Ah oui, d'accord. C'est juste une question de curiosité car je connais la LSF et je suis une professionnelle sourde. D'accord, très bien, merci. Bon, et ben on va pouvoir conclure ce webinaire. Je te remercie, Cédric, pour cette Ben, merci à vous. Merci de votre intervention. attention. Merci à vous pour votre participation, vos questions, les interactions. Comme je l'avais annoncé, on va vous envoyer à la suite de ce webinaire le formulaire d'évaluation avec le support qui vous a été présenté. Le webinaire a été enregistré, sera disponible sur notre site dans quelques jours. Et au premier semestre 2025 à Nantes, il y aura une journée consacrée à l'interculturalité. Voilà. Donc, bah, à très bientôt. Bonne fin de semaine à vous et merci encore. Au revoir. Merci à vous.